Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que je vais pas vous vendre parce que je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et qui n'est pas disponible sur originalcomics.fr et qui n'est disponible qu'aux États-Unis. C'est d'ailleurs un tout petit tirage, c'est un projet qui a été financé sur Kickstarter il y a quelques années. Il est écrit par Joseph Hedges et ça s'appelle Wild Times. C'est tout simplement l'histoire du studio Wildstorm racontée à l'oral et transcrit évidemment sur un vrai livre avec des mots sans dessin. Et oui, je lis des livres aussi sans dessin. J'ai lu ce livre et je me suis régalé. Alors ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis un énorme fan de Wildstorm. Je suis peut-être un des plus grands fans de Wildstorm en France. J'ai été dans les années 90 complètement subjugué par ce studio créé par Jim Lee et j'ai vraiment adoré tout ce qu'ils ont pu produire du début jusqu'à la fin, un petit peu moins à la fin mais en tout cas beaucoup au début, beaucoup au début et beaucoup au milieu, je vais vous raconter. C'est tout simplement le studio de Jim Lee. Jim Lee, le papa de Wildcats, vous le savez. Jim Lee a quitté Marvel avec Todd McFarlane, Eric Larsen, Rob Liefeld, Will Sportacio, etc. Au début des années 90, parce que les comics cartonnaient, ils étaient mal payés, ils ont décidé de prendre leur destin en main, ils ont créé Image Comics, et Jim Lee a créé Wildstorm, qui s'appelait au début Hommage Studio, qui est devenu Wildstorm par la suite. Il a créé la série Wildcat, il a également créé la série Stormwatch, puis Planetary, puis le label Cliffhanger, puis etc. On va y revenir. En fait, ce livre revient sur toutes les étapes début des années 90 jusqu'à finalement la fin de Wildstorm, parce que Wildstorm existe toujours, mais a été un peu détruit par DC Comics. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre? On apprend énormément de choses. La première chose, en fait, ils font témoigner tout le monde, tous les auteurs, J. Scott Campbell, tous les auteurs témoignent sur cette période Wildstorm, sur cette ère où l'argent coulait à flot, où les comics se vendaient, parce qu'en fait, non pas qu'il y avait beaucoup de lecteurs, mais que en fait, aux États-Unis, il y a des grandes modes. Typiquement, il y a eu la mode des trading cards, vous savez, les cartes de baseball ou les cartes même de super-héros. Les gens les achetaient, les collectionnaient, il y en avait des rares, etc. Et le comics c'est de rentrer dans cette ère là au début des années 90, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté Spawn numéro 1, Wildcats numéro 1, Cyberforce numéro 1, pensant que ça leur paierait leur année à l'université. Mais vraiment, il y a des reportages à la télé qui existent où il y a des gens qui vont en boutique, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une boutique de comics, qui achètent Wildcats numéro 1 et qui disent je vais le revendre dans 10 ans et je pourrais me payer la fac. C'est quand même assez étonnant. Mais c'est la vérité. Alors, Wild Times nous raconte toute la genèse, et c'est génial, et c'est absolument génial. Il y a des centaines d'anecdotes. On plonge dans le studio, c'est vraiment fou. Comme je vous le dis, l'argent coulait à flot, les comics se vendaient. Tout ce qui ressort déjà dans ce livre, et je vais faire ressortir une petite quinzaine de points, c'est que d'abord, il y a une fascination et une admiration de tous les gens qui sont là-dedans pour Jim Lee. Jim Lee est un dessinateur de génie, il domine le game depuis 30 ans. C'est peut-être la personne qui dessine, qui magnifie le mieux les super-héros, c'est l'héritier de John Byrne. C'est vraiment un dessinateur au-dessus du lot, mais c'est aussi un humain. Tout le monde vante ses qualités humaines absolument folles. Il est vraiment, a priori, il gérait son studio de façon hyper humaine. Et c'est surtout un businessman hors pair. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il a tout fait pour gagner beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, Jim Lee, et tant mieux parce qu'il travaille beaucoup et qu'il est talentueux, et moi j'aime la réussite. Et c'est surtout quelqu'un qui a pris tout le temps les bonnes décisions, c'est-à-dire que quand les comics ont cartonné, quand il a vendu 8 millions d'exemplaires d'X-Men, il a créé Wildcats pour en vendre 2 millions. Quand les trading cards ont commencé à marcher, il a créé son studio de trading cards. Quand les licences ont commencé à marcher, comme les Cosmocats, il a fait les comics Cosmocats parce que ça marchait, etc. Il a suivi tout le temps c'est pas qu'il a suivi les modes, il les a à la limite créés, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il a maintenu son studio malgré le fait que les comics étaient très hauts au début des années 90 puis très bas. Et il en a fait quelque chose toujours, il a toujours été là, il a toujours répondu présent, et il a toujours pu apporter du travail à ses collaborateurs et prendre les bonnes décisions, voilà. Alors il y a plein d'anecdotes dans ce studio, il y a plein de chiffres aussi complètement fous, je vais vous en donner, je les ai notés, elles sont un peu en vrac. Par exemple, alors sur les chiffres, par exemple, la série, on savait que la série Wildcats avait cartonné, mais la série Stormwatch, vous savez, qui était la série qu'il y avait avant Authority, la série Stormwatch a été un succès dingue. Le premier numéro s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Vous vous rendez compte, 1 million d'exemplaires? Il faut savoir que Batman de nos jours vend à peu près 100 000 exemplaires par mois, que les X
X-Men, c'est à peu près 30 000, on va dire. C'est rien du tout. Eh bien, faut savoir que Stormwatch, qui était dessiné par quelqu'un inconnu, Scott Clark, scénarisé par Brandon Choi, eh bien, a vendu 1 million d'exemplaires. C'est complètement fou. À propos de chiffres, vous savez, quand Gen 13 a été lancé, Gen 13, c'est la série qui a lancé J. Scott Campbell. C'était sa première série, c'était son premier comics. Eh bien, ça devait s'appeler Gen X à la base. Et évidemment, Marvel a fait un procès parce qu'il voulait pas qu'il y ait une série qui s'appelle Gen X. Et il l'avait sollicité dans le catalogue pour commander. Et à l'époque, on doit être en 95, à l'époque, il y en a 780 000 qui ont été commandés. 780 000 numéro 1 de Gen X. Procès de Marvel, ils ont dû retirer Gen X. 3 mois après, ils ont proposé une autre série qui s'appelait Gen 13, qui était la même série mais avec un nouveau nom. Et les chiffres n'étaient pas les mêmes, c'était 180 000. C'est quand même énorme, 180 000 pour un comics qui était dessiné par J. Scott Campbell que personne ne connaissait. Enfin, aujourd'hui, ça sortirait maintenant, il en vendrait 22 000 quoi. Et encore, ce serait beaucoup. Donc c'était des chiffres vraiment, vraiment, vraiment dingues. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme chiffre intéressant? Ah oui, donc du coup, il parle aussi de la compétition qu'il a pu y avoir entre le studio de Jim Lee, donc qui s'appelait Wildstorm Homage Studio, et le studio de Rob Liefeld, vous le savez, à Westside Entertainment, enfin avant ça s'appelait Extreme Studio. Extreme Studio vendait aussi beaucoup, par exemple, Brigade numéro 1, dessiné par Dan Braga. Brigade, c'était vendu lui aussi à 1 million d'exemplaires. Donc il y avait une vraie course en fait de savoir qui allait vendre le plus de comics possible. Qu'est-ce que je peux vous donner comme information très importante? Par exemple, le label Cliffhanger qui a vu naître Danger Girl, Battle Chasers, Crimson, Outzer, tout ces... à la base, ça devait pas s'appeler Cliffhanger, ça devait s'appeler Avalon. Et en fait, il y a une couverture de Gen 13 dessinée par Joey Madureira où il y a Fairchild qui porte, vous le savez, une énorme roquette. Il y a marqué Avalon dessus parce qu'ils avaient déjà créé le logo et finalement ils l'ont appelé Cliffhanger. À la base, Cliffhanger, pardon, ça devait être J. Scott Campbell, Joey Madureira et Humberto Ramos n'était pas du tout prévu parce qu'il n'était pas connu et que à l'époque on pensait que il n'était pas bankable ou quoi que ce soit. C'était Michael Turner qui devait être le troisième et Michael Turner a réfléchi et a décidé de rester loyal à Marc Silvestri et donc il a créé Fathom chez Topco. Voilà, c'est une très bonne anecdote ça. Sur Wildcats par exemple, sur la série Wildcats, quand elle a été relancée, à la base c'est John Cassaday qui devait la dessiner. John Cassaday devait dessiner Wildcats, finalement c'est Travis Charest qui a eu le boulot. Faut savoir que depuis, et donc du coup il a été reclassé et qu'il n'était pas content, John Cassaday, il a été reclassé sur Planetary et il a bien fait parce que Planetary est rentré dans la légende. À propos de Travis Charest, on a une bonne anecdote. Vous savez le magnifique crossover Wildcats X-Men, il a mis 2 ans à le dessiner, il a mis 2 ans à le faire, il a fait 48 pages en 2 ans, voilà. Donc c'est bien parce qu'il a fini et que le bouquin est magnifique, donc, mais voilà, il a mis 2 ans à le faire. De la même façon, Adam Hughes, vous savez, le dessinateur qui fait en ce moment le Betty et Veronica chez Glénat Comics, Adam Hughes, le génial Adam Hughes, quand il a fait la mini-série en 2 parties, donc 2 épisodes, une quarantaine de pages, sur Gen 13 qui s'appelait Ordinary Heroes, il l'a écrit et dessiné, il est venu, il habitait New York, il est venu habiter 8 mois, parce qu'en fait c'est un studio à l'ancienne, comme en fait dans les années 70-80, 60-70-80, Marvel c'était un studio, c'était des bureaux et les dessinateurs venaient comme on va au boulot, comme on va au bureau, comme on va à l'usine, comme on va dans un commerce, il venait bosser, il venait dessiner, il laissait les pages et après il rentrait chez eux le soir. Wildstorm ils avaient recréé ça, c'est-à-dire que les dessinateurs et les artistes venaient bosser. Donc si on devait travailler pour Wildstorm pendant 8 mois, on allait en Californie, à côté de San Diego, dans une ville qui s'appelle La Jolla, je sais pas comment on dit. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme chiffre très important à propos de tout ça? Donc il faut savoir que Wildstorm était en fait là où Jimmy a fait beaucoup d'argent en fait, c'est que il a fait une première série de trading cards, donc vous savez ces cartes à collectionner, qui n'est pas une grande tradition en France. Nous on a les vignettes Panini quand on est enfant, et eux ils avaient les trading cards. Jimmy avait fait une première série chez Topps, un éditeur de cartes, et puis ça a tellement bien marché qu'il s'est dit mais pourquoi il me donne autant d'argent pour le faire? S'il me donne autant d'argent, c'est qu'il y a de l'argent à gagner. Donc il a créé Wildstorm Cards, et il a produit des cartes pour Wildstorm, plusieurs séries, et il a tout simplement créé des cartes pour d'autres personnes comme Savage Dragon, comme Spawn. Il a fait des cartes pour les autres et il a gagné beaucoup d'argent en faisant ça. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est que ce n'est pas que les comics qui faisaient vivre Wildstorm, c'est aussi les trading cards. Et donc ça a été un marché complètement dingue. Et en fait on apprend que dans les studios Wildstorm, il y avait un petit peu deux niveaux, quoi. Il y avait un peu
les artistes majeurs comme il y avait Marc Silvestri au début, après il est parti faire Topco, il y avait Jim Lee, Walt Portacio, J. Scott Campbell et Travis Charest sont très très vite devenus des grands noms au sein de Wildstorm, et qu'après il y avait tous les petits jeunes, la petite génération, c'est-à-dire que faut bien comprendre que J. Scott Campbell il avait 22-24 ans quoi, il était un jeuneau, et il y avait les petits jeunes qui avaient pas le droit de boire de l'alcool, qui n'avaient pas le droit d'aller en boîte de nuit, et quand il y avait des fêtes organisées pendant San Diego Comic Con en boîte de nuit ou dans des bars, les petits jeunes, ils n'avaient pas le droit d'y aller. Les petits jeunes, c'était qui? C'était Libermejo, c'était Ale Garza, c'était Carlos D'Anda, tous ces dessinateurs qui sont nés chez Wildstorm. Eux, ils étaient les petits jeunes. Et eux, au début, ils dessinaient pas de comics, donc super. Ils sont embauchés par Wildstorm. En fait, il y avait un programme d'internes. Interne, ça veut dire stagiaire, mais c'est pas vraiment des stagiaires. Ils étaient payés, ils avaient un salaire, etc. Ils arrivaient, ils déménageaient en Californie. Et ils étaient logés parce qu'ils Wildstorm louait des appartements en face ils apprenaient leur métier, et donc c'était des jeunes pousses, c'était un petit peu on va dire je ne sais plus, j'ai plus le mot, une couveuse, voilà, de jeunes talents, et tous ces artistes, si vous voulez, ils dessinaient pas de comics, donc il y avait une super frustration. Il y avait ceux qui avaient le droit de dessiner des comics, J. Scott Campbell, etc. Et les autres, Libermejo, qui aujourd'hui est une méga star, il n'avait pas le droit de dessiner du comics à l'époque. Et il dessinait des trading cards. Donc c'était super frustrant pour eux, parce que ils faisaient des petits Mickey comparés aux autres, quoi. Donc en fait, ils parlent de ça. Mais c'était frustrant, mais en même temps, il fallait apprendre le métier. Par exemple, Ale Garza, son premier travail en comics, ça a été de faire l'adaptation, parce qu'après il a fait Ninja Boy, vous le savez, il a fait Ninja Boy, il a fait Phasm, il a fait du Deadpool, et là il fait du Spider-Man maintenant. Ale Garza, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Son premier comics, c'était l'adaptation du dessin animé Gen 13, parce qu'il y a un dessin animé Gen 13 dont je vais vous parler. Il faut savoir que Ninja Boy, qui a été lancé dans le label Cliffhanger, après, c'était la deuxième vague, après avoir bien entendu fait Danger Girl, Crimson et tout ça, à la base, il a créé Ninja Boy, ça a été acheté par Warner pour en faire un dessin animé qui devait passer à la télé, un Saturday Morning Cartoon, et que le dessin animé finalement ne s'est pas fait, parce qu'ils ont décidé de faire Scooby-Doo à la place, c'est très drôle, ils le racontent là-dedans à l'écart de ça. Finalement ils ont décidé de faire une nouvelle série Scooby-Doo, et Ninja Boy est tombé. Et il s'est retrouvé complètement déprimé. Bon, il avait 19 ans, donc c'est pas grave. Je veux dire, il s'en est remis. Il a décidé d'en faire un comics, et c'est devenu un comics, voilà, Ninja Boy, qui a très très bien marché à l'époque, 60 000 exemplaires au titre, ça a très très bien marché. À propos du film Gen 13, c'est complètement fou, parce que Jim Lee, qui fait tout lui-même, il a décidé, il avait beaucoup d'argent à l'époque, il a décidé de faire un film qu'il va distribuer au cinéma, etc. Et il a embauché un mec qui bossait sur la série Batman animée de série, il a pris des équipes, et il a mis 2 millions de dollars à l'époque, c'était beaucoup d'argent pour faire un petit film. Ils ont adapté Gen 13 en dessin animé, le dessin animé existe, vous le trouvez sur YouTube, vous savez, tapez Gen 13, vous le trouvez. Et en fait, à ce moment-là, c'est l'époque où DC a racheté, donc Warner a racheté Wildstorm. Et Jim Lee avait signé 6 mois avant un accord de distribution pour ce film, c'est Disney qui devait le distribuer. Et donc Disney s'est retrouvé avec un film dans lequel il ne pouvait pas vendre de merchandising, il ne pouvait pas vendre de comics, il ne pouvait rien vendre. Donc Disney a décidé de ne pas le sortir, tout simplement. Ils ont dit, mais on va pas faire la pub pour Warner, qui est l'ennemi, c'est l'ennemi juré. Warner, DC, Marvel, à l'époque c'était pas Marvel, mais Disney a toujours été l'ennemi de Warner, voilà, c'est des studios qui se... Voilà. Donc le film n'est jamais sorti, parce que, tout simplement, Jim Lee avait vendu les droits de distribution, ce qui était une bonne idée, parce que c'était les droits de distribution internationaux à Disney, et que lui, 6 mois après, il a eu une opportunité de vendre son studio Wildstorm à DC, et donc à Warner, et il a pris... Donc voilà, donc ça a tué ce film. Mais il y a un comics qui n'est jamais sorti, et Ale Garza, avec qui je discute de temps en temps, me dit heureusement que c'est jamais sorti, parce que c'était nul, quoi. Enfin, c'était son premier travail, et c'était pas satisfaisant du tout. Voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses dans ce livre. Qu'est-ce que je pouvais vous dire également? Je regarde mes notes. Oui, 2 autres informations. En fait, ce qui est très drôle, ce que je ne savais pas, c'est que vous connaissez peut-être les comics IDW. Les comics IDW, c'est les comics Transformers, c'est les comics Tortue Ninja, c'est également les comics comme Danger Girl, actuellement est publié par IDW. Danger Girl est né des cendres de Wildstorm, c'est-à-dire que Wildstorm était en train un petit peu de mourir, voilà. Et Ted Adams, qui était un des patrons de Wildstorm, un nom qu'on connaît pas très bien, Ted Adams, et Alex Garner, qui était à l'époque l'encreur de J. Scott Campbell, et qui maintenant est un cover artiste vraiment reconnu,
Eh bien, ils ont créé IDW et IDW existe depuis 20 ans maintenant, 15 ans, 20 ans. Et en fait, c'est né c'est né des ruines, si vous voulez, de Wildstorm, parce qu'ils avaient envie de créer des comics et que voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du dernier point dont je voulais vous parler, c'est du rachat. Le rachat qui a été un peu la mort de Wildstorm, malheureusement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est beaucoup posé la question de pourquoi Jim Lee avait vendu. D'abord, le marché n'était pas en très bonne forme, les séries se vendaient plus très bien, et puis les talents étaient un peu partis, parce que quand on a du talent, il y a Marvel évidemment qui essaie d'embaucher les grands noms. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là-dedans ils expliquent la vraie raison. Moi, je pensais que DC voulait acheter Jim Lee en fait. C'est-à-dire qu'il voulait avoir Jim Lee, sur Batman, parce que Jim Lee sur Batman, ça vend des centaines de milliers de comics, alors que Jim Lee sur Wildcats, à l'époque, c'était plutôt 10, 20 000, 30 000, voilà. Donc du coup, ils ont racheté. Moi, je pensais que c'était vraiment pour avoir Jim Lee. Alors c'est évident que c'était pour avoir Jim Lee, mais la vraie raison qu'ils expliquent tous, hein, vraiment, qui ressort, c'est qu'à l'époque, DC, ils étaient dans les choux, ils produisaient leurs comics à l'ancienne, et en fait, la révolution de Wildstorm a été de créer des comics avec des couleurs par ordinateur, avec des magnifiques couleurs, des dégradés, etc., comme vous pouvez le voir notamment là-dedans, et que DC se sont rendu compte qu'ils savaient pas faire, ils savaient pas scanner une page, la mettre en couleur, et puis la faire ressortir bien, parce que les couleurs qu'on voit à l'écran, c'est pas les couleurs qu'on voit imprimées sur le papier, et ils ont acheté le studio Wildstorm FX, et c'est ça en fait, la valeur, je sais pas pour combien de millions a été vendu Wildstorm à DC, mais ça a été vraiment, si vous voulez, le déclencheur, ça a été vraiment le truc, voilà, et donc du coup, la vraie raison, c'est qu'ils voulaient un studio de couleur, et que ils ont récupéré le studio de couleur. Après, il est écrit que le patron de DC Comics, Dan Didio et tous les autres, détestait ce que faisait Wildstorm, parce que pour eux c'était du comics putassier alors qu'eux ils faisaient du comics noble, détestait les séries Stormwatch, Wildcats, etc. Ils ont détesté Authority, si bien qu'ils l'ont tué à l'époque, souvenez-vous, c'est eux qui ont tué Authority, trouvaient ça, voilà, eux ils ont un lectorat plutôt traditionnel, et d'un coup des comics avec des héros gays, avec à l'époque ça pouvait choquer, avec des scènes un petit peu violentes, avec des doigts d'honneur, avec des choses comme ça, et ça leur plaisait pas du tout. Donc ils ont tué Wildstorm parce que ils ne comprenaient pas pourquoi Wildstorm existait. Pour eux, c'était une anomalie. Ils n'ont jamais compris les personnages. Et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, on n'a plus de Wildcats, on n'a plus rien. Et que quasiment tous les artistes, comme Brett Booth, par exemple, qui était le dessinateur de la série Backlash, puis de Wildcore, dessinent tout simplement du Flash. Ils ont récupéré les talents, ils ont récupéré les effets spéciaux, etc. Et Jim Lee, qui très vite a commencé à mettre ses équipes sur les séries d'ici, et puis a commencé, vous le savez, quelques années après le rachat, il y a eu la série de Batman Silence, Batman Hush, et puis on connaît toute la carrière. Maintenant, vous le savez, Jim Lee est un des patrons chez DC, et voilà, donc un bouquin génial, vraiment en anglais, à lire en anglais, hein, c'est que en anglais. Je l'ai commandé en ligne, je l'ai reçu, je l'ai adoré. Je suis pas sûr qu'il y ait un marché pour ça en France, j'adorerais qu'il existe en français, parce que je sais pas si les gens aiment Wildstorm ou pas en France, voilà, mais en tout cas j'adore, moi j'adore Wildstorm, j'ai adoré cette époque, j'ai adoré cette épopée, ça a été quelque chose de dingue. Maintenant je vous invite vraiment tous à découvrir par exemple l'absolu de Wildcats en VO, et puis en VF les vestiges qu'on a de Wildstorm, c'est Planetary, vous le savez, et Authority, qui sont deux séries à lire et à dévorer, et sans modération. Voilà, deux énormes bouquins, et si vous le voulez, vous tapez Wild Time sur Google et vous trouverez les coordonnées de ce titre. En tout cas, j'ai adoré ce bouquin et je voulais vous en parler aujourd'hui, chose qui est faite. Voilà, énorme coup de cœur pour un livre. Je n'avais rien à vous vendre aujourd'hui, je voulais justement vous parler d'un gros coup de cœur. Longue vie à Wildstorm, le meilleur studio des années 90. C'est les comics que j'aime, et c'est les comics que je voudrais revoir et relire. Salut!